Et dire quelques mots de la sclérodermie systémique de façon générale. Donc c'est avec la flèche qu'on redémarre. Ça passe. Donc, parmi les maladies auto-immunes, comme vous le savez, la sclérodermie systémique n'est pas la plus fréquente. C'est une maladie qui est relativement rare. En tout cas, si on prend les critères habituels de maladies rares, moins de 5000 dans la population, on est dans le cadre des maladies rares. Alors que vous savez que pour le lupus systémique, par exemple, ça se discute. Et certains considèrent que c'est une maladie rare, comme en France. Mais à l'échelle européenne, ça ne rentre pas dans les maladies rares. C'est même exclu textuellement des appels d'offres qui concernent les maladies rares. Parce qu'on considère que c'est un peu trop fréquent. Alors, par rapport à d'autres maladies systémiques, c'est une maladie qui est d'apparition relativement tardive, ce qui peut s'expliquer par la pathogénie, on pourra en dire quelques mots. Et autant pour un lupus, le pic d'incidence il commence à l'âge de 20 ans, autant pour la sclérodermie systémique, c'est relativement retardé. Et c'est souvent des patients de la troisième donc de 50-60 ans qui font le pic d'incidence. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des formes jeunes, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de formes pédiatriques, mais c'est l'exception par rapport aux formes de l'adulte et l'adulte relativement âgé. Alors il y a un sexe ratio qui est déséquilibré en défaveur des femmes, puisque c'est elles qui ont plus d'incidence de sclérodermie systémique. Il y a tout de même des formes masculines qui sont plus fréquentes que dans le lupus, et là aussi ça s'explique par des facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque, justement, c'est le point qui est important et c'est même un point qui est capital et qu'il faut inclure dans l'interrogatoire des patients suspects de sclérodermie pour faire avancer la démarche diagnostique. Parce qu'en réalité, il y a certains des facteurs d'environnement qui sont des facteurs établis de sclérodermie. Alors, c'est en particulier le cas de la silice. La silice sous différentes formes et la silice qui donne différentes affections de santé associées. Mais c'est aussi le cas des solvants, donc ça concerne particulièrement les peintres, du bâtiment, mais aussi les peintres artistiques. Alors, il y a une différence dans le facteur de risque, probablement, il y a une différence importante dans la prise en charge. Parce que pour des personnes qui ont été exposées à la silice pendant plus de 10 ans, dans le cadre de leur environnement professionnel, la sclérodermie est considérée comme une maladie professionnelle. Donc ça fait partie des maladies à déclarer, une prise en charge spécifique comme maladie professionnelle en France. Pour les solvants, on sait que c'est des facteurs de risque, on sait que ça peut être incriminé dans le déclenchement de la sclérodermie, mais aujourd'hui en France, ce n'est pas une maladie professionnelle. Alors qu'au Canada, c'est reconnu comme maladie professionnelle. Vous voyez, donc il y a des tableaux de maladies professionnelles qui n'ont pas été harmonisés entre les pays, mais indiscutablement, ces deux facteurs sont des facteurs de sclérodermie. Alors, la silice, bien entendu, chez les mineurs de fond qui ont une silicose, ça fait une exposition qui est suffisante pour avoir des sclérodermies associées. Et vous savez que l'association d'une silicose et d'une sclérodermie systémique s'appelle un syndrome d'Erasmus. C'est quelque chose qui est relativement classique, écrit en Afrique du Sud, et c'est relativement rare en Lorraine maintenant, mais ça a été plus fréquent. Alors, d'autres personnes qui sont exposées à la silice dans leur environnement professionnel habituel, alors bien entendu, il y a les ouvriers du bâtiment, ceux qui font du sablage, donc là on n'est pas vraiment étonné d'apprendre qu'ils ont été exposés à la silice, et d'autant plus qu'ils ne portent pas le masque qui normalement est imposé par la prévention des risques professionnels. Beaucoup de gens ne portent pas ce masque parce qu'il est difficile à porter en environnement chaud et pollué. Il y a des expositions qui sont moins bruyantes mais très importantes, très importantes pour le déclenchement, qui sont en particulier les expositions des prothésistes dentaires. Parce que certaines prothèses sont à base de silice, et donc il y a un certain nombre de sclérodermies systémiques qui surviennent chez les prothésistes dentaires qui ont été exposés à la silice plus de 10 ans. Donc dans l'interrogatoire, c'est des éléments à ne pas négliger, justement parce que ça permet une prise en charge spécifique. Donc ça, c'est pour les facteurs d'environnement. Donc pour la sclérodermie systémique, certains des facteurs d'environnement, donc en particulier les deux que je viens de vous donner, ont une relation très forte avec la maladie, alors qu'on parle souvent pour les maladies systémiques auto-immunes de facteurs d'environnement,
Mais dites-moi pour le lupus ou pour le syndrome des antiphospholipides, quel est le facteur d'environnement qui pourrait jouer et déclencher la maladie? C'est hautement hypothétique. Alors que là, on a vraiment des exemples précis et une imputabilité qui est quasiment certaine. Deuxième point qui existe dans l'épidémiologie de la sclérodermie systémique, qui est particulier, c'est l'agrégation spatiale, c'est-à-dire des clusters géographiques. Évidemment, on peut être tenté de penser que dans ces clusters géographiques, il peut y avoir des facteurs environnementaux, mais là, il s'agit de facteurs environnementaux qui n'ont pas été bien définis. Alors, cluster géographique, il y en a un en Rhône-Alpes, par exemple. Et en Rhône-Alpes, Patrick Carpentier avait fait une enquête épidémiologique où il avait regardé tous les endroits où ces patients sclérodermiques venaient, et il avait identifié de véritables foyers géographiques. Alors, évidemment, les foyers géographiques, ça peut être aussi des facteurs génétiques qui les expliquent, mais pas forcément seulement. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des facteurs d'environnement qui ne sont pas très bien décrits, et ça veut certainement dire qu'il y a une interaction entre les facteurs génétiques, des prédispositions, des facteurs de susceptibilité et la susceptibilité à certains facteurs d'environnement qui sont encore peu ou mal connus. Donc les solvants, on en a parlé. Donc pour se souvenir que les solvants exposent à la sclérodermie systémique, on donne souvent l'exemple de Paul Klee, donc l'auteur de ce tableau que vous connaissez tous. Et Paul Klee avait une sclérodermie systémique qui était sévère et qui était probablement liée à l'utilisation des solvants dans son métier. Alors il se trouve que certains de ces tableaux évoquent la maladie dont il est atteint. Donc c'est pour ça que Actelion, dans ses publicités, met souvent des illustrations de Paul Klee. Alors après, la classification de la sclérodermie, c'est un peu la bouteille à l'encre. Donc là, j'ai extrait d'un compte-rendu de sortie d'un service qui n'est pas le nôtre, donc je tiens à vous rassurer tout de suite. Ce n'est pas un service de gens qui ne voient jamais de sclérodermie. C'est simplement pour donner l'état des lieux en termes de troubles. Donc ce qu'on nous dit, c'est que donc la patiente sort, elle a 30 ans et elle est hospitalisée donc, pour Crest syndrome. Elle a un rénal diffus, des 4 membres d'une calcinose, donc ça fait rien d'exceptionnel. Elle a des anticorps anti-centromère. Et donc sur le compte-rendu de sortie, la conclusion c'est la suivante, c'est sclérodermie diffuse de forme localisée de type Crest syndrome. Désolé. Voilà, donc les dermatologues voient des sclérodermies localisées. Donc c'est en particulier ce qu'on appelle des morphées. Les morphées, c'est des plaques sclérodermiques qui ont en goutte de cire, si vous voulez, ou en pièce de monnaie, qui sont présents sur le tronc. Donc c'est des lésions sclérodermiques qui sont strictement localisées et diffuses ou localisées, peu nombreuses ou assez nombreuses, souvent sur le thorax, ce qu'on appelle des morphées. Les coups de sabre, c'est des lésions sclérodermiques qui sont souvent sur le front, donc ça donne un aspect de coup de sabre un peu irrégulier. Si vous faites une biopsie, effectivement, vous avez des lésions qui sont caractéristiques des sclérodermies, mais c'est des patients qui, dans la plupart des cas, 9 fois sur 10, voire plus, n'ont pas d'atteinte systémique de leur sclérodermie. C'est-à-dire que l'atteinte cutanée est strictement localisée. C'est-à-dire si vous faites une biopsie de ces lésions, vous trouverez effectivement des lésions de fibrose telles qu'on les voit dans les sclérodermies. Si vous cherchez un rénal, vous n'en trouverez pas. L'atteinte microcirculatoire, pas plus. L'atteinte macrocirculatoire, pas plus. Et l'auto-anticorps, souvent aucun. Donc c'est les formes particulières et c'est les formes des dermatologues. Et les autres formes, celles qui nous intéressent, ce sont les formes systémiques. Donc ce dont on parle aujourd'hui, c'est la sclérodermie systémique. C'est le nom de la maladie. Alors, vous allez me dire, il y a quelque chose de choquant à ce que le nom de la maladie soit sclérodermie systémique si le patient... Alors pour la classification de la forme systémique, justement, on classe les patients en fonction d'une chose particulière qui est l'importance de l'atteinte cutanée. Et donc c'est ainsi que vous avez des sclérodermies systémiques qui sont les formes qu'on appelle cutanées diffuses, ce n'est pas le cas de notre patient, et d'autres qui sont cutanées limitées, c'est le cas de notre patient. Alors qu'est-ce qui différencie les deux, cutanées diffuses et cutanées limitées? C'est que dans la forme cutanée diffuse, les gens ont un rénal, ça c'est pas exceptionnel, il faut le voir dans les deux formes. Souvent l'évolution est rapide, donc entre le rénal et l'atteinte cutanée patente, il y a très peu de temps qui s'écoule, et souvent cette atteinte cutanée, elle évolue dans la première année, celle où on fait le diagnostic, vers une atteinte proximale, une atteinte de la racine des membres, une atteinte du tronc.
Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de classer les sclérodermies en fonction de l'atteinte cutanée et de la vitesse évolutive de l'atteinte cutanée? C'est parce que c'est l'atteinte cutanée qui est corrélée à l'atteinte viscérale. C'est-à-dire les mêmes patients qui font une forme rapidement évolutive sur le plan cutané vont souvent faire rapidement une atteinte viscérale avec une pneumopathie infiltrante, donc ça c'est une première chose qu'on peut observer. Mais ces pneumopathies infiltrantes, elles sont possibles dans les formes cutanées limitées. Ici, elles ont une évolution qui est plus rapide. Et surtout, vos patients vont faire deux autres types d'atteintes viscérales majeures. Ils peuvent faire, ils sont exposés cela à la crise rénale aiguë sclérodermique. Ça, c'est autrefois, c'était la cause essentielle de mortalité dans la sclérodermie, la crise rénale aiguë. Et c'est des patients qui peuvent faire, alors plus rarement, des cardiomyopathies, dont l'évolution est en général relativement grave, ou des atteintes digestives importantes, donc non seulement de l'œsophage, mais également de l'intestin grêle. Et sur le plan sérologique, les patients qui ont les formes diffuses n'ont pas d'anticorps anticentromères. Ils ont des anticorps antitopoisomérases de type 1, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus habituellement en clinique des anti-STER70, des anti-STL70. Donc la forme la plus sévère, c'est celle-là, c'est la forme qui est cutanée diffuse, où l'atteinte cutanée est diffuse, mais où le pronostic est à l'atteinte viscérale. Donc ça, c'est le point important de cette première forme de sclérodermie systémique. Alors la deuxième forme de sclérodermie systémique, qui est plus fréquente, heureusement, c'est la forme de notre patiente. C'est la forme qui est dite cutanée limitée, donc le terme complet, c'est sclérodermie systémique de forme cutanée limitée. Donc l'atteinte cutanée classe la maladie, mais là encore, l'atteinte cutanée ne résume pas la maladie. Les patients qui ont un réno, donc ça c'est en général la révélation, mais le réno est plus ancien, ou plus exactement, il se passe plus de temps entre l'apparition du phénomène de réno et l'apparition de la sclérodermie cutanée. Il se passe plus de temps entre l'apparition du réno et l'évolution et la vitesse d'évolution de l'atteinte cutanée est plus lente. Alors, autrefois, on pensait que c'était des formes qui étaient, entre guillemets, limitées. Et c'est ça le sens de l'appellation ancienne de CRST syndrome ou de CREST syndrome, où on considérait des patients qui faisaient des calcinoses, des rénaux, bien sûr, des atteintes œsophagiennes, une sclérodactylie et des télangiectasies, et on pensait que ça résumait l'ensemble de l'atteinte de la maladie. Maintenant, depuis plusieurs dizaines d'années, on sait que ces patients ont également des risques d'atteinte viscérale, et c'est en particulier l'hypertension artérielle pulmonaire qui peut être tardive, qui peut survenir 10 à 20 ans après le début de la maladie, qui fait aujourd'hui le pronostic chez ces malades. Donc un patient qui a une sclérodermie cutanée limitée, ce n'est pas un patient chez lequel il faut se contenter avec la prise en charge du réno et la capillaro de dire ben voilà, tout va très bien, vous avez une sclérodermie limitée, elle va évoluer très lentement, vous ne risquez rien sur le moyen ni sur le long terme. C'est faux, c'est des patients qu'il faut surveiller, qu'il faut prendre en charge, mettre dans des filières de suivi, parce que si on ne détecte pas systématiquement cette HTAP, elle va évoluer dans une phase tardive où la prise en charge sera purement éditoire. Donc loin d'être bénigne, cette forme qui a une évolution plus lente est une forme dont le pronostic peut être sévère. Chez les patients qui font aussi des pneumopathies interstitielles, même s'ils font des pneumopathies qui sont moins rapidement évolutives, elles peuvent tout de même évoluer vers une insuffisance respiratoire. Par contre, on n'aura pas chez ces patients-là, et c'est pratiquement vrai à 100%, on n'aura pas de crise rénale sclérodermique et on n'aura pas de cardiomyopathie liée à la sclérodermie elle-même. Alors sur le plan sérologique, ces patients qui ont des formes limitées, ils ont dans la plupart des cas des anticentromères. Parfois ils n'en ont pas, et le fait de ne pas en avoir, donc si vous avez des antinucléaires ou d'autres spécificités, mais des mégacapillaires à la capillaroscopie, un réno et une infiltration cutanée, ça n'en demeure pas moins une sclérodermie, et la biologie n'est pas positive dans 100% des cas, que ce soit parce qu'on est dans une phase trop tardive, ou simplement que ce soit une forme séronégative, ce qui est parfaitement décrit. Voilà, alors sur les aspects capillaroscopiques, on va revenir après. Vous avez peut-être des commentaires à ce stade.
l'évaluation initiale du patient, mais également l'évaluation de son suivi. Vous savez qu'un des paramètres importants, c'est le score de Rodnan. Donc, le score de Rodnan, c'est un score de sclérose cutanée qui se fait sur une cotation qui se fait territoire par territoire. Donc là, vous voyez un exemple où on indique les endroits où il faut prendre les mesures. Donc des deux côtés, le bras, l'avant-bras, la main, les doigts. Sur le membre inférieur, on prend un peu moins de points puisqu'on prend la cuisse, la jambe, le pied. Et à chaque fois, on regarde le pli cutané et on cote le Rodnan en fonction de l'importance de l'atteinte. Alors, quand vous regardez la littérature qui est publiée, on vous dit que la corrélation interopérateur du score de Rodnan était excellente. Et le deuxième point qui est dit très volontiers, mais ça on comprend par rapport à la classification sclérodermie systémique cutanée limitée ou cutanée diffuse, c'est qu'en fonction de l'importance du score de Rodnan, on a une corrélation avec l'évolutivité de la maladie. Plus le Rodnan est élevé, plus le patient a un risque de faire une atteinte qui est volontiers. Alors, le petit complément par rapport à ce qu'on a dit précédemment, c'est que dans la forme diffuse, il y a souvent une forme qui est inflammatoire d'emblée. Donc la forme diffuse, c'est la forme des rhumatologues. Elle se révèle souvent par une polyarthrite. Et l'atteinte viscérale, dont on a parlé tout à l'heure, elle est fréquente dès le début de la maladie. Donc 60% de patients qui vont faire une atteinte pulmonaire. La possibilité de faire des crises rénales aiguës sclérodermiques. Voilà. Donc, et dans les formes tardives de diffuse, donc l'atteinte pulmonaire, elle est vraiment régulière, très fréquente. Sur les cutanées limitées, c'est souvent le rénal qui prend le pas initialement. C'est les patients qui vont faire des ulcérations digitales, isolées ou au cours de l'évolution. Donc ça, c'est un point qui est important à prévenir. Le RGO, on en a parlé. Et bien entendu, ils font des fibroses cutanées, des atteintes interstitielles pulmonaires, des pneumopathies infiltrantes, qui sont plus tardives. Elles existent, sont plus tardives, elles évoluent moins vite. Donc il y a souvent besoin de traitements moins agressifs. Et puis vous avez les signes caractéristiques qui sont le marqueur d'une maladie à évolution lente, les télangiectasies, la calcinose, et puis donc l'HTAP tardive. Il faut toujours y penser et doit faire l'objet d'une recherche systématique. Alors, la mortalité due à la sclérodermie, elle n'est pas complètement négligeable. Vous voyez, la survie à 5 ans, des chiffres de l'ordre de 70 à 90%, ou sur d'autres cohortes à 85%, c'est des chiffres qui ne sont pas très bons. Ça veut dire que c'est une maladie grave, en particulier à forme diffuse. Donc, bien entendu, il ne faut pas inquiéter les patients quand on fait le diagnostic, d'autant plus qu'il y a de nouveaux traitements qui sont en cours de développement. Donc c'est vrai qu'on arrivera à améliorer le pronostic des patients, mais c'est une maladie qui est loin d'être anodine en tout cas. Alors, les facteurs de mauvais pronostic, donc c'est cela qui est important d'identifier le plus tôt possible. C'est donc la sclérodermie diffuse, ça on l'a répété 3 fois. Le caractère inflammatoire de la sclérodermie au départ, mais les deux sont liés, même si c'est des facteurs de risque indépendants. Et puis la rapidité de l'atteinte pulmonaire, avec dès qu'une insuffisance respiratoire est patente, ça veut dire que le pronostic est moins bon, quelles que soient les complications qui se passent par la suite. Alors, il y a une manière d'identifier ça par la biologie, mais la biologie est très corrélée à la clinique, comme vous l'avez compris. Donc les formes cutanées limitées qui ont des anticentromères, eh bien, ils vivent en général au bout de 10 ans. Et les cutanées diffuses qui ont des anti-RNA polymérases, donc ceux qui sont exposés à la crise rénale sclérodermique, eh bien ceux-là, leur survie, elle peut être lourdement grevée. Alors ce chiffre de 30% à 10 ans, je pense que c'est un chiffre historique. Je pense qu'on peut faire mieux maintenant. Sachant qu'aujourd'hui, les gens ont moins de crises rénales sclérodermiques, ou du moins, on a plus de traitements à leur proposer, et donc ils vont moins souvent mourir de cette crise rénale sclérodermique. Parce qu'en fait, le profil de mortalité de la sclérodermie s'est modifié dans les décennies 70 et 80. Les sclérodermiques ne meurent plus de la même chose. Il y a 30 ans, les sclérodermiques mouraient de crise rénale sclérodermique parce qu'on n'avait pas de traitement efficace à leur proposer. Donc ils faisaient ce qu'on appelle une crise rénale sclérodermique. Donc vous le savez, c'est une hypertension artérielle maligne avec une insuffisance rénale aiguë,
mais la lésion élémentaire de cette HTA maligne et de cette insuffisance rénale aiguë, c'est une microangiopathie thrombotique. Donc la même chose que ce qu'on voit dans les microangiopathies thrombotiques, des syndromes urémiques et hémolytiques. Donc c'est le même mécanisme intime, ce n'est pas le même facteur déclenchant, c'est lié à la sclérodermie et aux anticorps anti-RNA polymérase. Et la bonne nouvelle pour cette crise rénale sclérodermique, c'est que le traitement par inhibiteur de l'enzyme de conversion a totalement changé son pronostic, puisqu'on peut guérir les patients avec l'introduction précoce d'inhibiteurs d'enzyme de conversion. Donc si vous faites le diagnostic de crise rénale sclérodermique au début, avant qu'il y ait une atteinte viscérale irréversible, en traitant les patients simplement par IEC, on renverse complètement la crise rénale et on la guérit. Si par contre on arrive tardivement chez un patient qui a une insuffisance rénale terminale, ce qui peut se produire très rapidement, et que le patient est au stade de la dialyse, souvent on ne récupère pas son rein. Donc il y a des patients qui aujourd'hui encore perdent leur rein sur des crises rénales, simplement parce qu'elles sont diagnostiquées tardivement. Ça veut dire que chez un patient sclérodermique, une chose aussi bête qui est de faire une surveillance tensionnelle et optimiser le traitement de l'hypertension artérielle est très efficace pour prévenir la mortalité. Alors on pourrait même sauter le pas et se dire, alors pourquoi est-ce qu'on ne les met pas tous sous IEC en prévention de la crise rénale sclérodermique? Eh bien c'est une option qui est possible évidemment, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vous traitez une crise rénale patente par IEC, eh bien vous allez la guérir. Mais si vous mettez tous vos patients sclérodermiques sous IEC, en disant ça va prévenir toutes les crises rénales sclérodermiques, là ça ne marche pas. Ça va donner le traitement au bon moment, mais le fait de mettre des IEC chez des normes entendues, ça ne change pas grand-chose et ça ne vous permet pas de cibler les patients qui vont faire les manifestations graves. Alors dès les années 70, donc les atteintes cardiaques spécifiques, les cardiomyopathies sclérodermiques, ça entraîne un nombre significatif de mortalité. Les fibroses pulmonaires, c'était 4% des décès, l'HTAP 13%, voilà, et l'atteinte digestive. Et depuis les années 90, vous voyez, le rein n'est plus vraiment le souci principal. Donc, le souci principal, c'est de prévenir et diagnostiquer précocement les crises rénales. L'atteinte cardiaque devient une cause importante, sans doute parce que les patients évoluent plus longtemps. Les fibroses pulmonaires, bien sûr, c'est un souci constant, surtout quand elles évoluent rapidement au départ. Et vous voyez, les patients vivent plus longtemps, donc en fait, il y a plus de recul, et l'incidence de l'HTAP augmente. Alors si l'incidence de l'HTAP augmente, c'est aussi parce qu'il y a un biais de diagnostic. Vous le savez, depuis quelques années, il y a des politiques qui sont relativement agressives pour le dépistage de l'HTAP, qui font qu'on les diagnostique plus précocement et qu'on en diagnostique plus dans l'ensemble, puisque les patients qui avaient des HTAP autrefois pouvaient faire des morts subites alors qu'on n'avait pas identifié leur HTAP de façon patente. Alors ça, c'est la courbe de mortalité des patients qui ont une HTAP et une sclérodermie systémique. Vous voyez, on arrive à 70% de mortalité en 6 ans chez des patients qui ont été suivis entre 1998 et 2002. Donc c'est une série qui est relativement ancienne maintenant. Mais le fait d'avoir une HTAP au cours d'une sclérodermie modifie le pronostic de façon considérable. Et c'est vrai... C'est vrai en fonction de la sévérité de l'HTAP. Plus l'HTAP est sévère, plus le pronostic est modifié de façon importante. Alors ce qu'on a pour l'HTAP, c'est vrai aussi pour les fibroses pulmonaires dans une certaine mesure. Quand on a une courbe de survie comme ça, il faut toujours s'interroger sur sa signification. Voilà, donc maintenant on va dire quelques mots supplémentaires sur l'atteinte vasculaire à proprement parler de la sclérodermie. Donc bien entendu, l'atteinte vasculaire, c'est principalement le rénal et l'atteinte microcirculatoire. Donc ce qu'on dit habituellement, c'est que lorsque les mégacapillaires sont présents, et en particulier quand ils sont de grande taille, il n'y a pas besoin d'un capillaroscope pour les voir, il suffit de regarder le vide l'angle à l'œil nu et on peut... Alors, souvent, on ne voit pas les mégacapillaires, mais on peut les deviner. Donc, le capillaroscope, évidemment, il permet de mieux préciser les choses, mais l'inspection, simplement, souvent, elle vous permet de dire s'il y a des éléments en faveur d'un mégacapillaire. Donc, bien entendu, la capillaroscopie, c'est ce qui vous permet de mieux analyser les mégacapillaires,
leur présence, leur nombre, leur évolution. Donc ça, vous avez vu ça hier, je ne vais pas réinsister. Donc après l'histoire de l'atteinte vasculaire de la sclérodermie, elle va depuis le réno qui ne se démarque pas de façon évidente d'un réno banal, jusqu'à des situations où vous avez des ischémies ou des nécroses digitales. Donc l'évolution ultime de l'atteinte microvasculaire de la sclérodermie, elle ne se résume pas au réno. Le réno, c'est le point d'entrée dans la maladie, c'est ce qu'on remarque au départ, c'est ce qu'il faut prendre en charge, mais l'évolution, elle peut être beaucoup plus sévère que ça, comme vous le savez. Alors, un réno de sclérodermie, c'est un réno qui est particulier, donc il faut toujours avoir l'attention attirée par ça. Alors, bien entendu, parce qu'il peut y avoir d'autres signes cliniques que le réno, mais également parce que le réno survient de façon tardive, donc c'est un réno qui n'était pas présent auparavant, qui évolue rapidement, qui est d'emblée grave et qui handicape le patient, et puis les signes cliniques associés peuvent nous orienter, donc l'atteinte cutanée tout particulièrement, et bien entendu les mégacapillaires et la capillaroscopie. Donc dans la sclérodermie, l'atteinte vasculaire périphérique, elle comporte les rénaux, les ulcérations digitales, les nécroses digitales, et puis le réno des organes, ça c'est moins intéressant ici. Donc rien de particulier sur le réno de la sclérodermie. Lorsque le réno est typique, c'est qu'en général, il y a une dysfonction endothéliale, mais il n'y a pas encore d'occlusion vasculaire à proprement parler. Donc c'est déclenché par le froid comme un réno banal, et ça ne se distingue pas d'un réno habituel. Alors, dans la sclérodermie systémique, il faut bien séparer ce qui est un réno, donc c'est quelque chose qui est réversible, de ce qui est une ischémie digitale, et ça par définition c'est quelque chose qui n'est pas réversible, pas spontanément réversible, et ça dure trop longtemps pour être un réno. Donc c'est un droit qui est froid, qui est hyperalgique, cyanosé ou décoloré, pendant une période prolongée, pouvant aboutir à une nécrose. Donc typiquement, l'ischémie digitale. Donc ça, il faut bien avoir ça en tête. Et si votre correspondant vous dit, ben voilà, j'ai une sclérodermie qui fait un réno prolongé, il faut rapidement faire la différence entre ce qui est un réno prolongé, qui peut durer quelques minutes ou quelques heures, d'une ischémie digitale, qui est quelque chose qui va évoluer vers la nécrose si on ne fait rien. Et souvent, c'est une situation, il faut agir relativement rapidement si on ne veut pas que les choses s'altèrent de façon importante. Donc, lorsqu'on a affaire à un simple réno de sclérodermie, il faut le prendre en charge, comme vous prenez en charge tous les rénaux, sevrage tabagique, anticalcique, ça c'est la base du traitement, c'est la première ligne à faire dans tous les cas. Les IEC peuvent se discuter, donc ça a été particulièrement en vogue à l'époque où on pensait que ça pouvait prévenir les crises rénales aiguës, parce qu'on disait en traitant le réno, on prévient également la crise rénale aiguë. Mais les IEC ARA2 par rapport au réno, c'est des traitements de deuxième ligne. C'est-à-dire qu'il y a certains patients qui ne supportent pas les anticalciques. Eh bien à ce moment-là, ça vaut le coup de mettre des IEC ou des ARA2 pour augmenter la vasodilatation périphérique. Il ne faut pas les mettre systématiquement avec les anticalciques, donc c'est une alternative possible et ce n'est pas une première ligne thérapeutique. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu mettre des dérivés nitrés dans les rénaux de sclérodermie. Donc il y a des adeptes de ça, Jean Cabane à Paris en particulier. Donc c'est des dérivés nitrés sous forme cutanée, sous forme locale, donc à délivrance cutanée. Ça marche pas mal, mais en général ça donne des effets secondaires habituels des nitrés, des céphalées, des migraines. Donc c'est vraiment une pratique très, très marginale. Alors est-ce que le bosantan est un bon traitement dans le réno de la sclérodermie ? Alors, quel anticalcique ? Donc, historiquement, c'est la nifedipine, l'adalate. Le loxène a aussi été proposé. Et le tildiem sert souvent de traitement d'alternative chez les gens qui ne supportent pas les analogues de la nifedipine. En fait, si on regarde les choses de près, l'adalate, c'est le traitement historique. Il est en général mal toléré. On a toujours du mal à monter les doses. Le diltiazem, le tildiem, ça marche mal, donc ce n'est pas des traitements de première ligne. Donc la première ligne aujourd'hui, c'est l'amlodipine. Et si les patients ne supportent pas, on peut essayer d'autres médicaments de la même catégorie, mais celui-là, on arrive souvent à l'augmenter de façon acceptable. Alors, sur 10 patients, il y en a toujours un qui ne supporte pas, mais je dirais que l'amlor, c'est le traitement de première ligne, enfin l'amlodipine.
Alors, Bosantan, lorsqu'il n'y a pas d'ulcération digitale, donc là on ne va pas insister longtemps sur la courbe de survie, mais groupe placebo ou groupe Bosantan, c'est la même chose, ça ne marche pas. Alors, deuxième point, ulcération digitale. Donc, rénaux, traitement en définitive relativement classique. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des ulcérations digitales? Alors, il faut continuer à traiter le rénaux, bien entendu. Il faut des soins locaux qui dépendent de l'ulcération digitale, donc antibiotiques, chirurgie dans certains cas, antalgiques certainement, antiplaquettaires à discuter. Donc, dans la sclérodermie, il n'y a jamais eu un essai thérapeutique qui nous montrait que les antiplaquettaires marchaient. Mais lorsqu'un rénaux a des ulcérations digitales, 99% des praticiens les mettent sous antiplaquettaires. Donc lorsqu'il y a une ulcération digitale qui est suffisamment importante pour donner une douleur permanente, c'est une indication d'Ilomédine. Donc ça, c'est les recommandations européennes de l'EUSTAR, donc du groupe européen qui s'intéresse plus particulièrement à la sclérodermie systémique. Donc le traitement de l'ulcération digitale constituée, c'est l'Ilomédine. Alors, on ne met pas dans les ulcérations digitales les ulcérations qui se font sur des plis de flexion, des plis de rétraction. Si certains patients ont des mains en rétraction, la peau est sous tension, c'est une peau sclérodermique fragile, et parfois il y a une ulcération qui se fait là-dessus. Ça, c'est des ulcérations qui ne répondent pas à l'Ilomédine. Celles qui répondent bien, c'est des ulcérations pulpaires, sous-inguéales, péri-inguéales, qui elles répondent bien à l'Ilomédine, et donc l'Ilomédine est le traitement de première ligne de ces ulcérations. Alors, ce n'est pas forcément de l'Ilomédine un mois, ça peut être une semaine, ça peut suffire, mais c'est le temps suffisant pour obtenir la cicatrisation. Alors, le traitement par Bosantan, il a été exploré par des essais thérapeutiques pour savoir si ça accélérait la cicatrisation des ulcérations digitales, et la réponse est simple, claire et univoque, la réponse est non, ça n'accélère pas la guérison. Par contre, c'est efficace pour prévenir les récidives. Donc lorsque vous avez un patient qui a une sclérodermie, un rénaux simple, c'est des anticalciques. Lorsqu'il a des ulcérations digitales et que vous l'avez traité par Ilomédine, aux anticalciques, il faut adjoindre le Bosantan. Donc il y a un double traitement, c'est des anticalciques plus du Bosantan. Le Bosantan ne doit pas être mis en relais de l'anticalcique, sinon vous perdez de l'efficacité. Donc c'est une bithérapie, comme du reste, pour les HTAP, nos amis pneumologues mettent maintenant des bithérapies. Donc voilà, il ne faut pas laisser le Bosantan en monothérapie. Donc ça, c'était l'étude qui montrait qu'on n'avait pas d'efficacité sur la cicatrisation des ulcérations digitales avec le Bosantan contre le placebo. Par contre, sur la prévention d'ulcération digitale ultérieure, et en particulier de la énième ulcération digitale, donc une fois que le traitement est actif, ça prévient effectivement, dans une certaine mesure, la récidive des ulcères digitaux, et c'est bien ce qui est écrit dans les recommandations EUSTAR. Patient qui a eu un premier ulcère digital, à plus forte raison un patient qui a eu plusieurs ulcères digitaux, est un patient candidat au Bosantan en plus de son traitement habituel. Bon, gangrène nécrose digitale, donc là c'est une ischémie constituée qui est sévère, donc plus sévère que les ulcérations digitales. Ça ne veut pas dire que les ulcérations digitales ne sont pas sévères, elles sont très embêtantes, elles sont handicapantes pour le patient, il ne peut pas se servir de ses mains. Quand il y a des nécroses digitales, c'est le pronostic du doigt qui est en cause. Donc l'Ilomédine, là, est le traitement de référence, mais ce n'est pas forcément l'Ilomédine seule. Donc plusieurs équipes ont mis en exergue une place possible de la chirurgie, donc en particulier la sympathectomie. Alors vous allez rire, puisque la sympathectomie en termes de chirurgie artérielle, c'est un peu l'histoire de la médecine de la chirurgie. Mais pour la sclérodermie, il y a des techniques plus sophistiquées qui peuvent être utilisées, puisqu'on peut faire des sympathectomies thoraciques sous vidéoendoscopie. On peut faire des sympathectomies qui sont simplement au niveau digital. Ce sont des techniques qui sont relativement bien en main par les chirurgiens de la main. C'est vraiment des sympathectomies ciblées sur le problème. Et dans certains cas, ça peut rendre service. Alors c'est vrai que la plupart des chirurgiens de la main sont un peu réticents à opérer les patients qui ont des sclérodermies, parce qu'ils ont peur de problèmes de cicatrisation. Mais certaines équipes emploient ça assez régulièrement. Donc, sympathectomie digitale à discuter. C'est vrai qu'on ne le fait pas toujours, et souvent l'Ilomédine règle le problème. Et résection des zones nécrosées, là par contre c'est important pour ne pas laisser des foyers infectieux évolutifs. Et bien entendu, il faut mettre l'accent sur la prévention des récidives. Donc l'Ilomédine, vous connaissez les schémas, hein, c'est 6 heures par jour au débit maximal bien toléré, avec des cures qui sont faites en hospitalisation à domicile dès que c'est possible. Donc là, j'insiste pas. Voilà, et puis il y a un dernier point, donc sur l'atteinte vasculaire de la sclérodermie, c'est vrai que l'atteinte microcirculatoire, elle est souvent au premier plan de la symptomatologie.
Ces patients viennent consulter pour des rénaux, ils viennent consulter pour des ulcères digitaux, et on ne fait pas toujours le dépistage systématique de l'atteinte macrovasculaire. Pourtant, il faut le faire. Bon, c'est des patients qui peuvent avoir, en plus de la sclérodermie, une athérosclérose, ou alors ils peuvent avoir des lésions macrocirculatoires qui sont spécifiques de la sclérodermie liées à la fibrose. Et ces lésions spécifiques, elles ont d'ailleurs une topographie élective aux membres supérieurs. Alors, elles ne sont pas constantes. Tout patient qui a un rhinosclérodermie qui n'a pas une atteinte macrovasculaire, mais certains de ces patients l'ont, et c'est pour ça qu'il faut faire des explorations systématiques au moins une fois au départ. Alors, Joël Constant avait fait une étude qui s'appelle ERAMS, dans laquelle il a fait une étude systématique de la rigidité artérielle chez les patients qui ont des sclérodermies, et il a pu montrer, mais comme de nombreuses autres équipes au niveau mondial, que les patients sclérodermiques ont une rigidité artérielle qui est franchement augmentée. Donc elle est franchement augmentée chez au moins 50% des patients. Donc ça, c'est un point qui est important. Ça veut dire qu'il y a une atteinte macrovasculaire. Donc la rigidité, vous le savez, c'est un marqueur précoce de l'atteinte vasculaire. Et donc ça prédit une atteinte macrocirculatoire plus tardive. Puis un point qui est relativement intéressant, c'est que plus votre patient a une rigidité artérielle augmentée, plus ça va influer ou être lié au pronostic de sa maladie. Donc en général, c'est des patients qui ont une sclérodermie diffuse avec un mauvais pronostic. Et on sait qu'ils ont une atteinte cutanée et microcirculatoire, ils ont aussi une atteinte macrocirculatoire. Voilà, bon, coagulation, j'en parle pas trop. Les anticorps antiphospholipides, on en trouve assez souvent dans la sclérodermie systémique. Ça n'a rien de surprenant parce que c'est une maladie systémique auto-immune. On en trouve simplement beaucoup moins souvent que dans le lupus, puisque dans le lupus, on peut trouver jusqu'à 40% des patients. Dans les sclérodermies systémiques, on trouve des anticorps antiphospholipides dans, disons, entre 10 et 20% des patients si on prend l'ensemble des tests. Mais en fait, si on s'intéresse à des patients qui sont triple positifs, c'est-à-dire qui ont anticoagulants circulants, anticardiolipides, anti-bêta-2, GP1 présents en même temps, là on est à moins d'1% des patients. C'est tout à fait exceptionnel. Si on regarde dans la littérature, vous n'avez ça dans aucune des séries systématiques. Vous avez ça uniquement dans les cas cliniques publiés. Ça veut dire que c'est vraiment rare, et c'est des patients qu'il faut traiter à la fois comme des sclérodermies et comme des syndromes des antiphospholipides. Alors pour un patient qui a une sclérodermie systémique évolutive, et disons des anticorps anticardiolipides isolés à 40, qui n'a ni anti-bêta-2 GP1, ni anticoagulant circulant, ce n'est pas des patients qu'il faut mettre sous anticoagulants, il faut les traiter de façon conventionnelle, parce qu'ils ont des anticardiolipides réactionnels à leur sclérodermie, et ce n'est pas une pathologie isolée. Voilà, donc là on peut passer un peu plus vite. Alors juste pour vous montrer comment ça peut se présenter, donc là c'est les patients qui ont des sclérodermies systémiques, comparé à des témoins si on regarde des anticorps anticardiolipides. Vous voyez que le seuil du fabricant, il est là, il est à 15 le plus souvent. Et si vous regardez les patients qui ont une sclérodermie systémique, effectivement, il y a un certain nombre de patients qui ont des anticorps qui sont présents. Mais si vous regardez des témoins qui sont appariés pour l'âge et pour le sexe, eh bien, ils ont aussi des anticardiolipides. Parce que souvent, on se sert uniquement du seuil du fabricant, mais on n'a pas de témoins sous la main. Donc on ne sait pas comment les témoins qui ont 60 ou 70 ans se comportent. Et bien certains ont des antiphospholipides, et la différence entre ces deux groupes, elle n'est pas franchement évidente. Et si on regarde en face des patients qui ont des vrais syndromes antiphospholipides documentés, vous voyez que ça n'a rien à voir. On peut juste se dire que le seuil n'a pas été mis au bon endroit. Alors pour anti-bêta-2, c'est peut-être un tout petit peu différent, puisque certains patients peuvent en avoir, mais il se trouve que là, c'est un patient qui n'a pas d'anticardiolipides. Donc c'est un peu embêtant aussi. On peut aussi se demander si ça a vraiment été mis au bon endroit. Donc il y a une question qui peut être importante de savoir s'il faut réellement chercher des anticorps antiphospholipides chez les patients qui ont des sclérodermies systémiques. Parce que vous savez, dans le lupus, c'est quelque chose qu'on fait de façon habituelle et qui est conseillé dans les recommandations. Chez tout patient lupique, il faut, même s'il n'a pas de signes vasculaires ou de signes obstétricaux, il faut chercher les antiphospholipides, et il faut même les chercher régulièrement pour voir s'ils n'apparaissent pas dans le cours de la maladie. Mais pour la sclérodermie systémique, je pense qu'on peut dire que si le patient n'a pas de signe évocateur de syndrome des antiphospholipides, donc s'il n'y a pas d'atteinte obstétricale ou s'il n'y a pas de thrombose veineuse, ce n'est pas très judicieux de faire une recherche régulière. Par contre, une fois que le tableau de la maladie est défini, on peut chercher ces anticorps parmi les autres de la maladie pour savoir au départ s'ils sont présents, mais s'ils ne sont pas présents, ça n'a pas de sens de les surveiller de façon systématique
en l'absence de contexte clinique évocateur. Bien entendu, s'il y a une fausse couche inexpliquée qui survient, là c'est un petit peu différent et il faut être un peu plus invasif, incisif. Voilà, donc si on se résume sur l'atteinte vasculaire de la sclérodermie, l'atteinte évidemment numéro 1, c'est l'atteinte microvasculaire. C'est le réno et ses complications, donc les complications du réno de la sclérodermie, les ischémies digitales, ce qui est quand même très particulier, parce qu'il n'y a aucun autre réno pour lequel vous avez ça, sauf les rénaux des cryos, enfin d'autres maladies systémiques. Il y a un certain nombre de traitements qui sont aujourd'hui efficaces. Donc les anticalciques, ils ont fait la preuve de leur efficacité. Il faut toujours penser à les prescrire. Et pour la prophylaxie de la récidive des ulcères digitaux, le bosantan est vraiment un traitement efficace. Il y a de nouveaux traitements qui sont en évaluation actuellement. C'est pas la peine d'en dire plus puisqu'ils ne sont pas disponibles. L'atteinte macrovasculaire, il faut penser à la détecter systématiquement. Donc un patient sclérodermique, c'est un patient qui a une atteinte microvasculaire chez lequel il faut détecter l'atteinte macrovasculaire. Il ne faut pas se contenter de faire une capillaro, il faut réclamer le patient pour des échodoppléaires des membres supérieurs. Et la rigidité, si on veut détecter l'atteinte précoce, ça peut être intéressant, ça peut donner une indication sur le patient qui va faire une atteinte vasculaire. Alors aujourd'hui, ce n'est pas exactement rentré dans la pratique courante, mais enfin, c'est possible dans les années qui viennent, il y ait de plus en plus simplement même d'appareils d'échodoppléaires qui intègrent ces paramètres. Donc ce sera relativement la rigidité.